Bonjour. Aujourd'hui, durant cette semaine, on va essayer de faire la partie 3 concernant les institutions bancaires et financières. Dans cette partie, on va parler principalement des banques et comment est-ce que ces banques gèrent leur bilan bancaire. Le plan du cours se divise en 3 points. Durant cette semaine, on va faire seulement les 2 premiers points, le bilan bancaire et l'exploitation bancaire. Et la semaine prochaine, on va faire les principes de gestion du bilan bancaire. Tout d'abord, pour commencer, il faut savoir c'est quoi un bilan bancaire. Le bilan bancaire prend principalement la forme de la lettre T. Et donc, on a à gauche les actifs bancaires et on a à droite les passifs bancaires. Et donc, on peut définir le bilan bancaire comme étant la liste des actifs et des passifs. Les actifs, ça représente quoi et les passifs, ça représente quoi? Les passifs, principalement, représentent les sources des fonds disponibles, c'est-à-dire les fonds que les banques collectent. Et les actifs, ça représente l'utilisation des ressources, c'est-à-dire en quoi est-ce que les banques vont utiliser les fonds collectés. D'où viennent les ressources financières des banques? Principalement, les banques peuvent émettre des titres de dette. Principalement, ce sont des titres de dette de court terme et on les appelle les engagements de la banque. Et on a aussi le capital bancaire. D'accord? Puis, les banques utilisent ces fonds collectés pour essayer de détenir des créances. Comment? Par exemple, en donnant des crédits. Et donc, on appelle ces crédits les créances détenues par les banques. Donc, on a les passifs qui représentent les engagements de la banque et son propre capital. Et on a les actifs qui s'appellent les créances détenues par les banques. Le bilan doit être toujours équilibré, c'est-à-dire que le total des actifs doit être toujours égal au total des passifs. Et le total des passifs est égal à quoi? Il est égal au total des dettes qui sont émises par les banques et le capital propre à la banque. Que font les banques? Ici, cette partie résume les fonctions des banques qui collectent les fonds dans le côté des passifs en empruntant et en émettant des titres de dette à court terme comme les dépôts. Puis les banques utilisent ces fonds pour acheter des actifs, c'est-à-dire en donnant des crédits ou en achetant des titres financiers comme les titres de l'État. Pourquoi les banques font cela? Parce que comme n'importe quelle entreprise, les banques veulent toujours réaliser un profit. Et ce profit, il est égal à quoi? Il est égal à la différence entre les intérêts que les banques versent sur les dépôts et les intérêts qu'elles reçoivent sur les crédits. Cela lui permet de réaliser un revenu plus élevé. Ça, c'est la première chose, ou la première source de profit. La deuxième source de profit, parfois les banques présentent des services et elles peuvent collecter des commissions. Donc, la différence entre les intérêts sur les crédits et les intérêts sur les dépôts, ça s'appelle la marge d'intérêt. Et on a aussi les commissions collectées par les banques sur les services qu'elles présentent. Ce diapo, il présente quoi? Il présente la position financière des banques commerciales en Égypte d'après le rapport annuel de la Banque centrale d'Égypte en 2017-2018. Le Relative Structure of Liabilities, c'est la structure des passifs et on remarque que les dépôts représentent à peu près 69,9% du total des passifs. Puis on a le capital propre equities est égal à 7,1%. Et on a autre type d'obligations qui représente 8,4%. Puis on a en vert les obligations obligations to banks abroad. Ça, c'est l'engagement des banques nationales ou les banques égyptiennes envers les banques étrangères qui prend la forme de quoi? Qui prend la forme que les banques étrangères peuvent déposer leur argent chez les banques égyptiennes. Et ça prend la forme des euro-dollars.
qu'on a déjà mentionné quand on a parlé des euro-obligations et on a dit qu'il y a une similarité entre les deux. Puis on a la structure des actifs bancaires et on trouve que la majorité ce sont des loan and discount balances ou des crédits. Et on a aussi des investissements et les titres financiers achetés par les banques comme les bons de trésor ou les obligations de l'État. Et on a autre type d'actifs. Et on a les balances with banks abroad, c'est l'actif ou les créances détenues par les banques égyptiennes sur les banques étrangères, ainsi qu'on a aussi les balances at banks in Egypt, ce sont les créances des banques nationales entre elles-mêmes. Ça, c'était un devoir que je vais annuler pour cette année. Le passif bancaire, comme j'ai déjà mentionné, il se constitue par les fonds que les banques collectent en vendant des instruments de dette qui sont considérés comme des ressources et ensuite ces fonds sont investis en actifs productifs de revenus. Quelles sont les composantes de ce passif? Tout d'abord, on va parler des dépôts mobilisables par chèque et on a déjà parlé de différents types de comptes ou de dépôts que les banques peuvent avoir, comme les comptes courants, les dépôts ou les dépôts à vue, et on a aussi les comptes d'épargne et on a les comptes à terme. Donc on a les dépôts, tout d'abord les dépôts mobilisables par chèque, c'est-à-dire ce sont les types de comptes qui sont accompagnés par un instrument de paiement qui est le chèque. Un compte chèque est un compte bancaire grâce auquel le titulaire il peut régler les paiements envers une autre personne par la remise d'un chèque tiré sur ce compte. C'est-à-dire que si on a deux personnes, une personne A et une personne B, la personne B peut régler les paiements envers la personne A en utilisant un chèque. Et ce chèque, il est tiré sur le compte de la personne B. Les comptes chèques incluent deux types de comptes. Soit des comptes qui ne portent aucun taux d'intérêt, c'est-à-dire ils ne sont pas rémunérés, et on les appelle les dépôts à vue ou les comptes courants. Et on a aussi des comptes qui sont rémunérés par un taux d'intérêt, mais qui est très faible. Et ce compte existe toujours aux États-Unis et on l'appelle en anglais le Negotiable Order of Withdrawal. D'accord? Et on peut émettre un nombre illimité de chèques sur ces comptes. Par opposition aux comptes chèques, les comptes à terme et les comptes d'épargne sont rémunérés, mais ne donnent pas lieu à l'émission de chèques. Ce diapo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand on a parlé des institutions financières, on a mentionné le cas des fonds de placement monétaire qui vendent des parts au public et utilisent les fonds collectés pour acheter ou pour construire des portefeuilles constitués par les instruments du marché monétaire. Donc, on considère que le public, c'est comme si il détient des comptes chez ces fonds de placement monétaire. Il peut émettre des chèques sur ces comptes. Et parfois, ces comptes sont aussi rémunérés par un taux d'intérêt. Et on l'appelle en anglais Money Market Deposit Accounts. Et cette catégorie est inclue dans les actifs, dans les passifs bancaires seulement dans le cas des États-Unis, mais pas dans le cas de l'Union européenne. On dit que les comptes de dépôt sont exigibles à vue. C'est quoi un compte exigible à vue? Cela veut dire deux choses. Tout d'abord, si le déposant il se présente à sa banque et il demande le retrait de son argent, la banque doit le rembourser immédiatement. Deuxième chose, c'est que si une personne reçoit un chèque d'une autre personne, le bénéficiaire, la personne qui a eu le chèque, doit aller à sa banque pour lui aider à encaisser le chèque. Dans ce cas-là, la banque se charge des opérations d'encaissement et va créditer son compte. يبقى دلوقتي لو عندنا شخصين واحد ادى التاني شيك علشان يسدد له ثمن عملية شراء مثلا أو حاجة، في الحالة ديت الشخص اللي هو معاه الشيك هيروح البنك بتاعه ويطلب من البنك إن هو يساعده على عملية تحصيل
قيمة الشيك. وفي الحالة دي on dit que la banque crédite son compte يعني هتزود الكونت بتاعته بقيمة الشيك اللي هو معاه. Mais en réalité, le traitement des chèques, il n'est pas bon marché, c'est-à-dire qu'il comprend beaucoup de coûts. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les banques en général doivent collecter des informations sur les personnes qui émettent les chèques et les personnes qui demandent l'encaissement des chèques. Aussi, il faut présenter toujours une image électronique à la banque tirée, c'est-à-dire la banque dont le client a émis le chèque ou le payeur du chèque. Il faut stocker l'information. Il faut envoyer des papiers entre les banques pour faciliter l'opération d'encaissement. Donc, en contrepartie, la banque doit collecter une commission. Et ça représente aussi une source de profit pour les banques. On dit que le solde créditeur d'un compte chèque est un actif pour le déposant, car il constitue une part de sa richesse. Cela veut dire que le dépôt qui prend la forme d'un compte chèque, il apparaît toujours dans l'actif de la personne, d'un ménage par exemple. Pourquoi? Parce que c'est une partie de sa richesse. Mais le compte chèque, en contrepartie, il apparaît où? Dans le passif du bilan bancaire, parce que c'est une dette de la banque envers la personne. Et on dit que les comptes chèques, ils représentent la source de fonds la moins chère. Pourquoi? Parce que dans la plupart du temps, ils ne sont pas rémunérés par un taux d'intérêt. Et donc ça, c'est un avantage pour la banque. Et en même temps, c'est un actif qui est très liquide. Et donc, c'est avantageux du point de vue de la personne qui détient le compte ou du ménage. Pourquoi? Parce qu'il peut utiliser directement le compte pour le règlement des achats, surtout avec l'émission des chèques. Donc, le coût pour les banques de tenir les comptes mobilisables par chèque inclut tout d'abord le paiement dans le cas où il y a un intérêt, le paiement d'intérêt, et le paiement des services concernant le traitement des chèques, l'envoi de relevés mensuels, إن هي البنك يبعت كشف حساب دوري, la fourniture de services au guichet, la publicité, le marketing pour inciter les gens à déposer leur argent chez la banque. Deuxième partie ou deuxième composante dans le bilan bancaire, ce sont les dépôts sans moyen de paiement. Et on dit que les dépôts sans moyen de paiement, ce sont principalement les comptes d'épargne ou les comptes à terme. Et ces comptes sont rémunérés toujours par un taux d'intérêt plus élevé que les comptes courants, mais ils ne permettent pas aux agents d'émettre des chèques. Les comptes surlivrés, ce sont les comptes d'épargne ou les dépôts à terme. On va les diviser en deux catégories. Et les dépôts à terme, parfois on les appelle certificats de dépôt. Et ça, je vais en parler dans les diapos qui viennent. Les dépôts à terme, ils sont toujours bloqués pour une certaine période. C'est-à-dire qu'ils ont une durée fixe. Dans la plupart du temps, ils sont soit de court terme, soit de moyen terme, et parfois ils sont de très long terme. Et donc, dans le cas où ils sont de très long terme, ils sont rémunérés par un taux d'intérêt qui est élevé. Donc, si une personne décide de déposer son argent chez une banque, elle a le choix soit d'émettre sous forme de compte courant, soit sur lequel la personne peut émettre un chèque, soit sous forme d'un compte d'épargne, soit sous forme d'un dépôt à terme. Dans le cas où la personne choisit les dépôts à terme, elle ne peut pas retirer l'argent. Et si elle insiste de retirer l'argent, elle doit supporter de fortes pénalités, qui prennent la forme de quoi ces pénalités? La confiscation de plusieurs mois d'intérêt. D'accord? Donc la personne est toujours obligée de garder les dépôts à terme jusqu'à la maturité. Les dépôts à terme peuvent être divisés en deux catégories. On a les dépôts à terme inférieurs à 100 000 $ et supérieurs à 100 000 $. Les dépôts à terme inférieurs à 100 000 $ sont moins liquides que les comptes surlivrés, mais ils rapportent un taux d'intérêt plus grand. Et donc, pour les banques, c'est une source de fonds qui est très
coûteuse parce que les banques doivent verser un taux d'intérêt élevé sur ces comptes sur livret. Par contre, pour les dépôts à terme dont le montant est plus grand que 100 000 $, on dit qu'elle représente un certificat de dépôt. C'est-à-dire qu'une banque qui a besoin de fonds, elle peut vendre ces certificats de dépôt qui vont apparaître dans le passif bancaire. Et ces certificats de dépôt sont dans la plupart du temps achetés soit par d'autres banques, soit par des sociétés financières comme les fonds d'investissement. Et ces certificats de dépôt sont négociables. Pourquoi? Parce que les banques peuvent les vendre aussi. Ils peuvent être vendus sur le marché secondaire avant l'échéance. Et donc, parfois, ça c'est une source de liquidité très importante pour les banques et on dit que ce sont des alternatives aux autres titres financiers. La troisième composante dans le bilan bancaire, dans le côté des passifs, ce sont les emprunts. On dit que principalement les banques peuvent emprunter soit auprès de la Banque centrale, entre elles-mêmes, ou auprès d'autres institutions financières. Auprès de la Banque centrale, dans le cas des États-Unis, on dit que les banques empruntent auprès du Réserve fédéral. Le Réserve fédéral s'appelle le guichet d'escompte. Pourquoi? Parce que quand ils prêtent aux banques, ils leur prêtent le montant duquel il va soustraire le montant des intérêts que les banques devaient lui verser. Et c'est pour cela qu'on dit que le montant emprunté est un montant escompté à l'avance. Deuxième chose, les banques peuvent emprunter entre elles-mêmes sur le marché interbancaire qui est un marché de court terme. Et on dit que les banques empruntent entre elles-mêmes des réserves. يعني بيستلفوا ما بينهم وما بين بعض الفلوس وده بيتم من خلال الاحتياطي اللي كل بنك بيحتفظ بيه عند البنك المركزي. Et donc, elles empruntent entre elles-mêmes des réserves au jour le jour sur le marché des fonds fédéraux, اللي هو le marché interbancaire. Ou aussi elles peuvent emprunter auprès des sociétés financières sous forme de repurchase agreements, qui est un instrument de court terme sur le marché monétaire, ou même en empruntant des euros dollars, c'est-à-dire les dépôts en dollars déposés dans des banques étrangères, et cette composante en Égypte représente 3,7% du total des passifs. La quatrième composante, ce sont les capitaux propres à la banque, c'est-à-dire que les trois instruments ou les trois premiers composantes de passifs bancaires, ce sont les dettes ou les différents types d'endettement que les banques peuvent détenir. Les capitaux propres représentent le capital de la banque ou sa valeur nette, qui est égale à quoi? Qui est égale à la différence entre le total des actifs et le total des dettes de la banque. Comment la banque constitue le capital propre? En vendant des actions ou en mettant les bénéfices ou les profits réalisés en réserve. Le capital de la banque, qui représente en Égypte 7,1% du passif, est très important. Et on va voir après dans la gestion, dans les principes de gestion du bilan bancaire, pourquoi est-ce que l'existence de ce capital est très importante. Et ça permet à la banque de se couvrir contre les risques financiers. Et ces risques financiers sont plutôt liés à la baisse très forte de la valeur des actifs. C'est-à-dire que dans le côté des actifs, les banques donnent beaucoup de crédits, elles achètent beaucoup de titres. Mais avec les différentes conjonctures économiques et les conditions économiques, il se peut que soit les crédits ne sont jamais remboursés ou ils sont remboursés à une valeur inférieure, ou même la valeur des titres que les banques détiennent dans leurs actifs baisse très fortement. On appelle cette chute de la valeur des actifs les dépréciations d'actifs, ou en anglais le write-downs. Donc, si jamais les banques font face à cette situation, on dit que les banques peuvent devenir insolvables. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, la valeur des dettes sera supérieure à la valeur des actifs et donc on est obligé de liquider la banque.
Donc, on a terminé de cette manière le côté des passifs. On passe vers le côté des actifs qui représentent comment la manière dont les banques utilisent les fonds qu'elle a collectés. Principalement, les banques utilisent les fonds pour constituer des actifs créateurs de revenus. Et comment est-ce que ces actifs génèrent un revenu? Par les intérêts qu'ils rapportent. Quels sont les différents types d'actifs qui existent dans le bilan bancaire? Tout d'abord, dans le côté des actifs, la première composante, ce sont les réserves. اللي هو en arabe الاحتياطي. Et هو الاحتياطي, toutes les banques détiennent une part des fonds qu'elles collectent sous forme de compte chez la banque centrale. C'est-à-dire que les banques sont elles-mêmes, elles peuvent avoir des comptes chez la banque centrale. De quoi se composent ces réserves? Elles sont constituées de dépôts à la banque centrale et de la monnaie que les banques détiennent physiquement sous forme de billets et de pièces. Et donc, les réserves, لو احتياطي البنوك بيتكون من الودائع بتاعت البنوك عند البنك المركزي والفلوس اللي هي بتبقى النقود المعدنية والنقود الورقية. Pourquoi est-ce que les banques doivent avoir des réserves? Quelle est l'importance de ces réserves? On a deux justifications. La première justification, ce sont des raisons réglementaires. C'est-à-dire que quand une banque reçoit un certain montant de dépôt, elle est toujours obligée de détenir un certain pourcentage de ce dépôt sous forme de réserve obligatoire احتياطي إجباري chez la banque centrale. Cette proportion s'appelle le coefficient ou le taux de réserve obligatoire. C'est-à-dire que si par exemple une personne dépose chez la banque, si un ménage dépose chez une banque un dépôt de 1000 dollars par exemple, la banque doit garder 10% de ces 1000 dollars chez la banque centrale. C'est-à-dire elle doit verser 100 dollars chez la banque centrale. Ces réserves vont apparaître dans l'actif du bilan de la banque, mais dans le passif du bilan de la banque centrale. Pourquoi? Parce que c'est comme si la banque centrale elle est endettée envers la banque elle-même. Ça, c'est la première justification. La deuxième justification, que les banques doivent avoir ce qu'on appelle les réserves excédentaires. Et ça, c'est pour la raison de liquidité. إن هو الاحتياطي الزيادة ده بيمثل مصدر سيولة للبنوك. طب, quelle est l'importance de ces réserves excédentaires? C'est la forme la plus liquide d'actifs. Et les banques peuvent l'utiliser pour faire face à deux choses. Soit au retrait des dépôts, si on a une crise et les ménages s'adressent aux banques pour retirer leurs dépôts, الناس تروح للبنك بسرعة عشان تسحب فلوسها قبل ما الأزمة تتفاقم. Ou si jamais on a une augmentation de nombre de personnes qui représente la demande d'encaissement de chèques. يعني حصل مثلا انه في طفره في التعامل بالشيكات، فالناس هتبتدي تروح للبنك وتطلب منهم ان هو يسدد لهم قيمه الشيكات ديت. في الحاله ديت البنك بيسدد او بيستجيب لطلبات المودعين او لطلبات الناس حاملي الشيكات من خلال الريزيرف اكسيدونتير. La deuxième composante d'actifs, ce sont les effets en recouvrement, ou en anglais ce sont les overlay effects. C'est quoi un effet en recouvrement? Cet actif il est lié plutôt à l'opération d'encaissement de chèques. Et donc si on va prendre l'exemple de deux banques, banque A et banque B. Et si on suppose qu'on a deux clients correspondant à ces banques, le client de la banque A et le client de la banque B. Si le client de la banque doit payer ou régler les achats envers le client de la banque A, il doit lui donner un chèque. Donc le client de la banque A s'adresse à la banque A et lui demande d'opérer l'opération d'encaissement de ce chèque. Il y a toujours un intervalle de temps qui se déroule entre la remise de la chèque à la banque A et le montant
l'encaissement effectif du montant. Donc, durant cette période de temps où le chèque n'est pas encore encaissé, ou il n'est pas encore transféré, le chèque, il est classé sous forme d'un effet de caisse en cours de recouvrement. الشيك الجاري تحصيله. Et ce chèque, il va apparaître dans l'actif de la banque A, mais dans le passif de la banque B. Pourquoi? Parce que c'est une dette de la banque B envers la banque A. Troisième composante des actifs bancaires, ce sont les dépôts chez les correspondants. Les dépôts chez les correspondants, ça existe principalement entre les banques, où il y a des banques qui sont de petite taille et on a des banques qui sont de grande taille et qui présentent des services divers comme les opérations de change, l'encaissement de chèques et les achats de titres. Tandis que les petites banques, elles sont toujours dépendantes sur ces grandes banques pour la fourniture de ces services. Et donc, si par exemple une banque européenne de petite taille, elle a besoin de dollars, elle peut s'adresser à une grande banque américaine et elle va lui demander de convertir les dépôts en euros vers des dépôts en dollars. Donc, cette petite banque, elle est obligée de loger ses dépôts chez la grande banque américaine qui va lui faire l'opération de transformation de l'euro en dollars. Et on dit dans ce cas-là que la banque américaine, c'est le correspondant de la banque européenne. C'est-à-dire que la banque européenne, elle est dépendante de la banque américaine. OK? Quatrième source d'actifs dans le bilan bancaire, ce sont les titres. Et les titres, comme on a déjà dit, ce sont des titres financiers et ils sont divisés en plusieurs catégories. On a les titres de dette et on a les titres de propriété, comme les obligations ou les actions, et on a aussi les titres de court terme et on a les titres de long terme. Les titres représentent une source très importante de revenus pour les banques. Pourquoi? Parce qu'elles vont recevoir des taux d'intérêt sur ces titres ou les dividendes si les banques détiennent des actions. Aux États-Unis, les titres sont seulement des titres de dette, mais en Europe, on peut trouver que les banques détiennent des actions. Les titres, comme j'ai déjà dit, ils peuvent être des titres de court terme ou des titres de long terme. Pour les titres de court terme, on a la principale composante, ce sont les titres qui sont émis par l'État. Et on dit que les titres de l'État, ce sont des titres très liquides. Pourquoi? Parce que les gens peuvent les vendre très facilement sur le marché secondaire sans supporter des coûts de transaction élevés. Et donc, ils ont une très grande liquidité. C'est pour cela que les titres de trésor ou les titres d'État de court terme, on les appelle aussi les réserves secondaires, c'est-à-dire ils viennent dans le second rang après les réserves excédentaires comme étant un actif très liquide dans le bilan bancaire. OK? Ce diapo, il représente la structure du portefeuille des banques en Égypte, l'actif, la structure des titres dans l'actif bancaire en 2017 et en 2018. Et si on se concentre sur l'année 2018, on trouve que la majorité des titres détenus par les banques, ce sont des titres d'État. Treasury bills and government bonds. Le Treasury bills, ce sont les bons de trésor et les government bonds, ce sont les obligations d'État. Les bons de trésor ou les Treasury bills sont de court terme, tandis que les government bonds ou les obligations d'État sont de long terme et ils représentent ensemble à peu près 94,1% des titres d'État. Par contre, on trouve que les actions détenues par les actions des entreprises privées représentent seulement 4,3%, tandis que les titres étrangers représentent 1,1% des titres détenus par les banques en Égypte. Et même les obligations qui sont émises par les institutions privées
représente aussi seulement 0,5% des titres d'État. Pardon, des titres détenus par les banques. La dernière composante dans les actifs bancaires, ce sont les prêts. Et on dit que les prêts, ce sont les crédits octroyés par les banques. Et ces crédits représentent aussi une source très importante de profit. Pourquoi? Parce que les banques peuvent collecter un taux d'intérêt élevé sur ces crédits. En Égypte, les activités de prêts bancaires représentent à peu près 32,1%. Donc, si une banque donne un crédit, le crédit ou le montant du crédit va apparaître dans l'actif bancaire, mais dans le passif de la personne qui a reçu le crédit ou de l'entreprise qui a reçu le crédit. Pourquoi? Parce que cette entreprise ou cette personne, elles sont débitrices envers la banque. On dit que les prêts sont moins liquides ou l'actif le moins liquide dans le bilan bancaire. Pourquoi? Parce que principalement la banque ne peut jamais récupérer ou le montant de liquidité avant l'échéance. Ok, et je me rappelle bien qu'on a parlé de processus de titrisation qui représentait une exception dans le cas où les banques pouvaient collecter dans les périodes de crise quelques types de crédits similaires et les vendre à une institution spécialisée pour gérer ces crédits. Mais principalement, les prêts, ils sont pas liquides. D'accord? Et donc, la banque doit toujours attendre jusqu'à l'échéance pour être remboursés. Donc, les prêts sont moins liquides aussi, ils ont une très grande probabilité de défaut. يعني بيكون في احتمالية عدم السداد مرتفعة. Et donc, étant donné qu'il y a toujours un risque de défaut et ils sont moins liquides, les banques imposent un taux d'intérêt très élevé sur les crédits octroyés, sur les crédits qu'elles donnent. Et donc, les banques exigent des rendements plus importants sur les prêts. On a plusieurs types de crédits que les banques peuvent donner. Et on a parfois le cas où on a différents types de banques commerciales qui se spécialisent dans quelques types de prêts. Comme par exemple, on a des prêts qui sont donnés aux entreprises industrielles ou commerciales. اللي هي القروض التجارية أو قروض الخاصة القطاع الخاص. On a aussi les prêts immobiliers, القروض العقارية. On a les prêts à la consommation, القروض الاستهلاكية اللي بتتقدم للقطاع العائلي. On a aussi les prêts interbancaires qui sont des prêts entre les banques elles-mêmes et ce sont des prêts de court terme. Que sera le cas de l'Égypte? Ce tableau il représente le lending and discount balances by sector de 2012 jusqu'à 2018 en millions de livres égyptiennes et on remarque que les banques principalement s'intéressent à donner des crédits au secteur privé, le private business sector. Ensuite on a le secteur des ménages, household sector, اللي هو القطاع العائلي اللي هم الأفراد العاديين. Et ensuite le secteur les entreprises publiques, شركات قطاع الأعمال العام et le gouvernement ensuite. Et à la fin, on a le secteur du reste du monde ou l'external sector. D'accord? Donc, on passe maintenant vers le cas. Ici, ce diapo, il représente quoi? Il représente les différents types de banques qui se spécialisent dans un certain type de prêt. Par exemple, on a les caisses d'épargne, qui se spécialisent dans des prêts hypothécaires ou les sociétés coopératives qui se spécialisent dans les prêts à la consommation. Donc, on a plusieurs types de crédits. Les banques peuvent donner des crédits au secteur privé, au secteur public ou même aux ménages. Et il y a quand même des banques qui sont spécialisées dans un certain type de crédit. À la fin, la dernière composante dans l'actif bancaire, c'est le capital physique détenu par les banques. Et le capital physique, c'est le mail العادي sous forme d'immeubles, ordinateurs et n'importe quel type d'équipement.
Donc, de cette manière, on a terminé le premier point du cours et on passe maintenant vers le deuxième point qui est l'exploitation bancaire. Et l'objectif principal de cette partie, c'est de savoir comment la banque peut gérer son bilan pour réaliser un profit. Donc, l'exploitation bancaire représente les mécanismes de base de fonctionnement des banques pour savoir comment une banque gère de manière très globale ses actifs et ses passifs. L'objectif, c'est de réaliser les profits. Comment? En vendant des titres de dette et en utilisant le produit pour acheter des actifs. Mais comment est-ce que les banques réalisent ces profits? En diversifiant les caractéristiques liées aux titres de dette qu'elles émettent et les caractéristiques liées aux actifs qu'elles achètent. Pour simplifier les choses, on va considérer le cas où une banque peut ouvrir un dépôt ou un compte chèque pour une certaine personne. Et si par exemple ce compte chèque, la valeur est 100 000 $, la banque va utiliser ce compte chèque pour, tout d'abord, elle va prendre un certain pourcentage pour mettre les réserves chez la banque centrale et elle va utiliser le montant restant pour donner des crédits. Donc, le compte chèque, il représente quoi? Il représente un actif qui est très liquide, qui n'est pas risqué et dont le montant est spécifié. Tandis que la banque va transformer cet actif, elle va utiliser cet actif non risqué pour obtenir un actif qui est risqué, qui est le crédit. C'est-à-dire elle va donner un crédit avec le montant restant. Et donc, on a une diversification des caractéristiques des actifs et des passifs. Et de cette manière, les banques peuvent réaliser des profits. Ce procédé est désigné par la transformation d'actifs. C'est-à-dire que la banque, elle a pu transformer ce qui a été risqué de point de vue des personnes vers un actif qui n'est pas risqué. Et vous vous rappelez, quand on a parlé des fonctions des intermédiaires financiers, on avait le cas du partage du risque et on a dit que les institutions financières ou les intermédiaires financiers peuvent partager le risque. Pourquoi? Parce que au lieu que les personnes donnent des crédits entre elles-mêmes, et parfois on a le cas où, par exemple, si on a deux personnes et une personne veut réaliser un projet mais qui est très risqué et une autre personne qui a un montant d'épargne élevé. Donc, il se peut que la personne qui a besoin de l'argent pour faire le projet s'adresse directement à la personne qui a le montant d'épargne correspondant. Mais cette personne, elle est averse au risque. يعني ما بيحبش ياخد المخاطرة. لأنه مش عارف طبيعة المشروع ده هينجح ولا مش هينجح. Donc, il est préférable que la personne qui a le montant d'épargne s'adresse à la banque, dépose l'argent à la banque, et puis la banque elle-même décide si elle va donner le crédit à la personne qui a besoin de l'argent pour réaliser le projet ou non. Pourquoi? Parce que la banque, elle détient l'expertise nécessaire pour mieux sélectionner les emprunteurs. Et donc, la banque a transformé le prêt hypothécaire ou l'actif risqué en compte d'épargne l'actif non risqué. Et ça, c'est du point de vue des individus. Aussi, on dit que la banque emprunte court pour prêter lent. C'est-à-dire que les comptes d'épargne ou les comptes chèques sont de court terme. Mais les banques utilisent les fonds collectés pour donner ensuite des crédits. Et ces crédits peuvent être de long terme. Donc, on a une transformation de ce qui a été court vers ce qui est de long terme. Ce processus de transformation d'actifs et l'offre des services divers comme le traitement des chèques, l'envoi des relevés bancaires, l'analyse de crédit représente le processus de production de la banque. Donc, l'exploitation bancaire nous permet de savoir comment est-ce que la banque gère le bilan pour réaliser un profit. La banque fait cela par la transformation de ce qui a été risqué vers ce qui a été non risqué. Elle emprunte court pour prêter long. Ce processus de transformation d'actifs, ça c'est le processus de production centrale de la banque.
à ce processus de production, on ajoute aussi les séries de services que les banques peuvent offrir, comme le traitement des chèques, l'envoi des relevés bancaires, le marketing et les analyses d'opérations de crédit et ainsi de suite. Donc, la banque veut toujours réaliser un profit, elle vise à gagner un revenu sur la transformation d'actifs et elle collecte des commissions sur les services offerts. Sinon, la banque, elle doit subir une perte. Pour comprendre mieux comment la banque va gérer son bilan bancaire pour réaliser un profit, on va marcher étape par étape. Tout d'abord, on va tracer des bilans qui prennent la forme de la lettre T, qui va enregistrer seulement les changements qui apparaissent dans le bilan par rapport à un bilan initial, mais on ne va pas tracer le bilan initial. Et on va prendre plusieurs exemples. Tout d'abord, si on suppose qu'un agent, il va ouvrir un compte chez une banque et ce compte, c'est-à-dire qu'il avait des billets de 100 euros, il a décidé de déposer les 100 euros chez une banque A. Donc, dans ce cas-là, la personne va s'adresser à la banque et la banque va ouvrir un compte chèque de 100 $. Donc, la valeur du compte chèque a augmenté de plus 100. Dans le côté des passifs, le compte chèque apparaît de plus 100. Et étant donné que la liquidité de la banque a augmenté de 100, on fait comme si ces espèces, seront déposées dans son caisse ou son coffre de 100. Donc, ce bilan, qui prend la forme de la lettre T, représente l'actif et le passif. Le compte chèque apparaît dans le passif parce que ça, c'est une dette de la banque envers la personne. Et l'actif parce que, en contrepartie, la richesse de la banque a augmenté de 100 parce qu'elle a de l'argent liquide. Mais ça, c'est un cas très simplifié. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a? La banque, quand elle reçoit les comptes chèques de 100, elle doit déposer un certain pourcentage ou elle doit les garder sous forme de réserve chez la banque. Donc, dans le deuxième bilan, on trace un cas plus réalistique. C'est-à-dire que la banque A, elle a reçu le compte chèque de plus 100 et en contrepartie, ses réserves chez la banque centrale a augmenté de 100. Donc, on dit que l'ouverture du compte chèque conduit à une augmentation des réserves bancaires égale à l'augmentation du compte de dépôt. C'est-à-dire que les deux augmentent du même montant. Donc, le premier cas, c'était le cas où la personne elle avait des billets liquides, elle voulait déposer l'argent chez la banque. Le deuxième cas, c'est le cas du remise de chèque. Si une personne elle a un chèque qui vaut 100 euros et cette personne elle est cliente de la banque A et elle va s'adresser à sa banque pour lui demander d'encaisser le chèque. Donc, dans le côté des passifs, la banque va lui ouvrir un compte où elle va lui mettre le montant de l'argent quand le chèque est encaissé. Donc, on fait comme si les dépôts ont augmenté de plus 100. Mais comme on a déjà expliqué que le chèque n'est pas toujours encaissé de manière immédiate, c'est-à-dire il y a toujours un intervalle de temps qui se déroule entre le moment où la personne représente le chèque à la banque et le moment où le chèque sera effectivement versé. Et dans ce cas-là, on va classer le chèque dans l'actif du bilan de la banque A parce qu'elle va lui demander au client de la banque B de verser le montant. Donc, le chèque ou la valeur du chèque apparaît dans l'actif de la banque A sous forme des effets en cours de recouvrement. Mais ça, c'était un cas aussi très simple. Dans la réalité, qu'est-ce qu'on a? Les deux banques, banque A et banque B, sont dépendantes de la banque centrale. Et les deux, elles détiennent des réserves chez la banque centrale. Donc, quand la banque A, elle va prendre le chèque de son client,
elle va aller à la banque centrale et elle va lui demander que la banque B lui verse les 100 en utilisant les réserves que la banque B a chez la banque centrale. Et donc, on remarque quoi? On remarque qu'on a ici le bilan de la banque A et le bilan de la banque B. Et le passif de la banque a augmenté du montant de 100 parce que c'est le montant du chèque, tandis que le passif de la banque B a baissé de 100 parce que le client de la banque B doit verser au client de la banque A le montant des 100. En contrepartie, la banque A voit ses réserves augmenter de 100 parce que la banque B va utiliser ses réserves chez la banque centrale pour lui verser les montants. Et donc, ces deux opérations sont parallèles, c'est-à-dire que les dépôts et les réserves de la banque A vont augmenter de 100, tandis que les dépôts et les réserves de la banque B vont diminuer de 100. Donc, quand un chèque est émis sur le compte d'une banque et déposé dans une autre, la banque qui reçoit le dépôt voit ses réserves augmenter du montant du chèque, tandis que la banque dans laquelle le chèque est émis voit ses réserves diminuer du même montant. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, il y a une banque qui gagne un montant égal de réserve et une autre banque qui perd un montant égal en réserve. Troisième opération, ici maintenant, on a considéré que si les dépôts augmentent dans les passifs bancaires, on a les réserves qui augmentent. Mais les réserves sont divisées en deux catégories. On a les réserves obligatoires et on a les réserves excédentaires. Donc, si la Banque centrale demande aux banques de garder 10% des dépôts sous forme de réserve obligatoire, donc la banque va garder 10 € chez la Banque centrale. Donc, dans le bilan de la banque A, qu'est-ce qu'on a? On a les dépôts qui ont augmenté de 100 dans le côté des passifs et dans le côté des actifs, on a une partie de 100 de 10 qui sont sous la forme de réserve obligatoire. Donc, les réserves obligatoires augmentent de 10 et le montant restant, le 90, ce sont les réserves excédentaires. Donc, les réserves excédentaires augmentent de 90. Et le signe plus, c'est pour signaler une augmentation, tandis que le signe moins, c'est pour signaler une réduction. Mais est-ce que les banques, de cette manière, peuvent réaliser un profit? En général, les réserves ne sont jamais rémunérées. D'accord? Et même si les réserves obligatoires sont rémunérées, mais elles sont rémunérées par un taux d'intérêt qui est à peu près nul. Donc, ça, ce n'est pas une source de revenus pour les banques. Donc, si on regarde le bilan de la banque, elle a dans le côté des passifs les dépôts, tandis que dans le côté des actifs, elle a les réserves. Le côté des passifs, il est très coûteux. Pourquoi? Parce que la banque doit gérer le compte du client. Tout d'abord, elle doit verser un intérêt. Deuxième chose, si le client émet un chèque, elle va supporter le coût, donc le coût des opérations concernant l'encaissement des chèques. Elle doit aussi archiver les chèques encaissés. Elle doit payer le traitement et la compensation des chèques. Donc, cette opération, le côté des passifs, il est généralement très coûteux pour la banque. Et donc, si la banque ne va pas réaliser un profit, ne va pas gagner un revenu du côté des actifs, la banque va faire une perte. Donc, la banque essaye de savoir comment est-ce qu'elle va générer des actifs qui sont rapporteurs de revenus. Donc, elle doit penser comment elle va utiliser les réserves excédentaires. Ces réserves excédentaires de 90 € sont détenues pour des questions de liquidité, comme on a déjà dit. Mais la banque peut aussi diversifier le côté des actifs, c'est-à-dire elle peut maintenir un montant de ces réserves pour faire face aux demandes de retrait de dépôt par exemple, mais en même temps elle doit utiliser une partie de ces réserves pour donner des crédits qui vont lui rapporter un taux d'intérêt et donc qui vont générer un revenu pour la banque. Donc, on passe maintenant au quatrième cas où la banque va décider d'utiliser les réserves excédentaires pour donner un crédit. On a dit que les banques en général peuvent faire face aussi au problème d'asymétrie d'information qui génère l'antisélection et le risque
Morale, l'antisélection, c'est que le cas où la banque peut sélectionner le mauvais emprunteur qui est un emprunteur fumeur et qui dit que oui, je vais réaliser un projet très grand et qui est très rentable, mais en réalité, le projet, il est très risqué, il se peut qu'il fait défaut. Et le risque moral, c'est que la banque donne le crédit à la personne, mais après la transaction, la personne décide de ne pas utiliser le montant emprunté dans le projet. Donc, la banque ou les responsables du crédit à la banque doivent toujours opérer une évaluation des emprunteurs. يعني هيقيموا المقترضين. Et cette évaluation des emprunteurs a lieu à partir de 5 critères. On les appelle les 5 C. Tout d'abord, le caractère de l'activité de l'emprunteur, طبيعة نشاط الامprunteur, sa capacité à rembourser, قدرته على السداد, le collatéral engagé, الضمان او هل الشخص ده بيحط حاجه ضمان زي عقار مثلا, les conditions économiques du secteur et du pays de l'emprunteur, الظروف الاقتصاديه, et le capital او راس مال الشخص المقترض او sa valeur net. هل ده شخص ليه وزنه وعنده كابيتال عالي قوي بحيث ان هو لو حصل له لو فشل يقدر يسدد للبنك قيمه القرض ولا لا. Donc, si la banque décide de ne pas détenir un excédent de réserve, mais elle va donner des crédits de 90, c'est-à-dire elle va utiliser tout le montant de 90 pour donner des crédits. Dans ce cas-là, la banque, elle va percevoir un intérêt, sur ses crédits. Et ces intérêts qu'elle va percevoir doivent être supérieurs aux intérêts qu'elle verse sur les dépôts pour réaliser les profits. Donc, si on suppose que les intérêts sur les prêts de 90 sont de 10%, c'est-à-dire que les banques vont recevoir un intérêt de 10% sur les 90 euros. Donc, les intérêts reçus par la banque sont de 9 euros. En contrepartie, les 100 euros dans les dépôts, ils sont rémunérés à 5%. Donc, la banque verse aux déposants les 5 euros. Et en même temps, elle doit supporter 3 euros en plus pour gérer les comptes des individus. Donc, le coût total pour gérer les dépôts à vue ou le compte chèque, c'est de 8 euros. Tandis que la banque va recevoir un intérêt sur les crédits de 9 euros. Donc, le profit de la banque, il est réalisé par la différence entre les 9 et le 8% qui est égal à 1% sur les actifs de la banque. Et dans ce cas-là, la banque, elle est capable de réaliser un profit élevé. Merci pour votre attention et on reprend la semaine prochaine le dernier point concernant les principes de la gestion du bilan bancaire.